bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Et à la une de ce jeudi 7 mai, la suite du périple princier à la découverte de nouveaux fiefs de la famille Grimaldi en France. Après la Drôme, le prince Albert II a pris la route de Montrésor, magnifique petit village médiéval d'Indre-et-Loire qui intègre lui aussi le réseau des sites historiques Grimaldi. Nous retrouverons nos correspondants sur place dès le début de ce journal. Comment se portent les entreprises à Monaco? Il y a un mois, Julien Dejanovic prenait la tête de la direction du développement économique. Il sera l'invité de ce JT pour faire un point d'étape et nous dire quels sont les chantiers à venir. Top départ pour Top Marque, le salon est de retour au Grimaldi Forum. 4 jours pour observer les plus belles voitures de la planète. Le premier épisode de notre série de reportages sera consacré ce soir à l'Alpine Off-Road. Et puis c'est une forme de spectacle très à la mode, les ciné-concerts. Quand l'orchestre joue les musiques du film directement dans la salle, nous étions hier à la projection d'un classique d'Alfred Hitchcock, Chantage. Après une première étape à Batternay, dans la Drôme, le prince Albert II a mis le cap hier sur le village de Montrésor, en Indre-et-Loire, intégré lui aussi au réseau des sites historiques Grimaldi. C'est l'histoire d'un ancien habitant et homme d'État influent du XVe siècle, Humbert de Batternay, ancêtre du souverain que ce dernier est allé découvrir. Retrouvons sur place Christinda Petit-Homel et Lionel Bernardi. Christinda, vous avez suivi la visite. Oui, Montrésor fait désormais partie de ces lieux qui témoignent des liens anciens entre la famille Grimaldi et plusieurs territoires en Europe. Une visite ici hautement symbolique pour le prince Albert II entre mémoire, patrimoine et découverte. Niché au cœur de la Touraine, Montrésor fait partie des plus beaux villages de France. Un décor préservé, marqué par plusieurs siècles d'histoire. À son arrivée, le prince Albert II, accompagné des autorités locales, a dévoilé une plaque marquant l'entrée de la commune dans le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Des liens qui remontent à la fin du XVe siècle avec la figure d'Humbert de Batternay, proche conseiller des rois de France et ancêtre de lignée alliée à la famille Grimaldi. Humbert de Batternay, qui est derrière moi, ici inhumé dans cette collégiale, qui était un grand serviteur du royaume, puisqu'il a servi 4 rois de France entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Il avait choisi comme terre de repos éternel ici Montrésor, et il avait fait construire son château à l'époque. Vous le savez, les rois étaient dans la vallée de la Loire, donc il avait acheté ce château, s'était installé dans la région. Et voilà, il avait choisi de terminer ses jours et se faire édifier cette magnifique collégiale. Un déplacement qui a débuté avec la découverte de la collégiale, où le souverain s'est recueilli devant la sépulture de son ancêtre Humbert de Batternay. La visite s'est ensuite poursuivie au château de Montrésor. Avec son architecture mêlant Moyen-Âge et Renaissance, le site illustre toute la richesse patrimoniale du village. Accueilli par la famille, propriétaire du château de génération en génération, le prince Albert II a pu découvrir la forteresse qui domine la vallée de l'Indrois. Restaurée au XIXe siècle par Xavier Braniski, exilé politique polonais, cette bâtisse chargée d'histoire doit également une partie de son architecture à Humbert de Batternay qui contribua à son édification. Humbert de Batternay a suivi finalement le mouvement de ceux qu'il a servi, des rois de France qui ont un petit peu installé leur cour en Touraine, dans le Val-de-Loire. Donc on est dans le cadre évidemment d'un château de la Loire, d'un château un peu périphérique, moins connu que les autres, mais qui mérite évidemment le détour, voire le voyage. Et Humbert de Batternay donc a trouvé l'environnement agréable puisqu'il a agrandi le château existant et puis il a souhaité en faire sa dernière demeure puisque le tombeau, le superbe gisant qui est un très beau témoignage de l'art funéraire français au XVIe siècle, il a fait bâtir une collégiale, la collégiale de Montrésor, pour l'abriter. Nous, à Montrésor, on n'est qu'un petit maillon. C'est-à-dire qu'on est à Montrésor depuis 1849. Ça a été acheté par mon ancêtre, Xavier Braniski, qui a dû fuir la Pologne. Il était aide de camp du tsar et il a fait un complot. Donc il fallait qu'il quitte. Il était très ami avec la famille Napoléon. Il a été aussi, Napoléon III lui a demandé d'être un des créateurs du Crédit foncier de France. Comme il n'a jamais pu retourner en Pologne, il a fait de Montrésor un peu sa petite Pologne à lui. C'est pour ça qu'il y a tellement de souvenirs, pas seulement de famille, mais des souvenirs historiques polonais aussi.
En rejoignant le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco, Mon Trésor valorise aujourd'hui cette histoire partagée et intemporelle, des liens d'éternité, pour reprendre les mots du maire, un sentiment également partagé par le souverain, attaché à la mémoire et à la transmission de ces liens historiques. Ces liens historiques existent, ils sont très beaux et c'est une très belle histoire. C'est vrai qu'Humbert de Maternay, c'était un lointain ancêtre qu'on avait un petit peu laissé dans l'ombre pendant trop longtemps et que, heureusement, grâce au maire de Barthenay et à son livre, on a pu le redécouvrir et de voir aussi le lieu où il a été enterré. Et ça fait partie de ces liens historiques, mais qu'il faut absolument remettre dans une actualité et de faire aussi, d'accompagner ces territoires amis dans leur développement et dans cette valorisation du patrimoine qui est si important. Et comme l'a dit M. le maire, on n'est pas là pour réécrire l'histoire, on est là pour l'honorer et la faire vivre. Voilà. Le prince souverain qui poursuivra cette visite le lendemain à Brie-Dorée et à Saumur. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Merci Christine Day. Et à demain. Clap de fin pour la 81e Assemblée Générale du Conseil international du sport militaire qui se déroulait en principauté. Une semaine ponctuée, vous l'aurez compris, par le sport et le dialogue autour des valeurs d'amitié et de paix dans un contexte militaire international très tendu. Le bilan de ce grand rassemblement et les images de la cérémonie de clôture avec Alban Jean-Jambre et Thomas Deus. L'amitié par le sport, c'est cette valeur que partage le Conseil international du sport militaire. En tout, 142 nations adhèrent à cette devise et Monaco en fait partie. C'est aussi un message de paix, de fraternité entre les nations. Je pense que c'est une assemblée qui a un rôle important, tant je dirais sur les valeurs qu'elle véhicule au niveau du sport, mais qui sont à peu près identiques dans celles que les militaires partagent. Au programme de cette assemblée générale, des récompenses avec les trophées de l'athlète de l'année, des remises de médailles pour le corps des carabiniers du Prince et pour le corps des sapeurs-pompiers, ainsi que pour le ministre d'État. Cette assemblée générale, c'est aussi un temps d'échange sur les directions futures du Conseil international du sport militaire. Nous avons voté aujourd'hui que nous devons avoir une réserve budgétaire obligatoire. Nous pouvons regarder notre futur. Oui, on a plein de forces, on peut aller de l'avant. Et entre autres, nous aurons nos Jeux militaires l'année prochaine en Caroline du Nord et Caroline du Sud, les Carolinas, comme c'est appelé. Et ça terminera le 4 juillet pour la fête nationale américaine. Ce 81e congrès du CISM se clôture en musique avec l'orchestre des Carabiniers du Prince et la remise du drapeau à l'Arménie qui accueillera la prochaine Assemblée générale. Le 30 mars dernier, Julien Dejanovic succédait à Stéphane Bruno à la tête de la direction du développement économique, anciennement l'expansion économique, un organe clé pour toutes les entreprises implantées à Monaco. Un peu plus d'un mois après sa prise de fonction, faisons un premier bilan d'étape. Bonsoir à vous. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous ce soir pour recontextualiser. Pouvez-vous d'abord nous rappeler quelles sont les missions de la direction du développement économique à Monaco ? Oui, la direction du développement économique est organisée autour de 3 pôles. Le premier pôle, le Monaco Business Office, est le pôle qui accompagne les entrepreneurs dans la création de leur entreprise, mais aussi qui soutient financièrement avec des aides les entreprises et également avec une cellule de promotion du commerce. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est le pôle conformité, contrôle et enregistrement. C'est là où on va suivre la vie de l'entreprise depuis son inscription au registre du commerce et de l'industrie et avec un certain nombre de contrôles, de vérifications que l'on peut faire tout au long de la vie de l'entreprise. C'est aussi un pôle dans lequel on fait beaucoup de pédagogie autour du, justement, respect des règles et des normes en vigueur. Et enfin, il y a un troisième pôle qui est le pôle de la propriété industrielle. C'est l'endroit où on protège l'innovation, on dépose les brevets, les marques. Donc pour résumer, je dirais qu'à la direction du développement économique, on accompagne, on contrôle et on protège. Alors, donc vous l'avez dit, en tant que passage obligé de la création d'entreprise, car rappelons qu'à Monaco, toute activité est soumise à autorisation, vous exercez une sorte de
contrôle qualité, peut-on dire, du tissu économique monégasque. Combien recense-t-on d'entreprises sur le territoire aujourd'hui et combien s'en crée-t-il par an ? Oui, alors effectivement, nous avons un régime d'autorisation qui est exigeant, qui n'existe pas forcément dans d'autres pays. On ne crée pas à Monaco une société en quelques clics comme dans d'autres pays, mais c'est vraiment la garantie effectivement d'un certain niveau de contrôle en amont pour s'assurer de l'honorabilité, de l'adéquation avec les valeurs de la principauté, de la plus-value pour l'économie monégasque. C'est un gage de garantie et de sérieux. L'an passé, nous avons autorisé environ 600 activités commerciales et il y a aujourd'hui aux alentours de 7000 entreprises actives, commerciales j'entends. Cela fait donc un peu plus d'un mois que vous avez pris vos fonctions en tant que directeur. Qu'est-ce qui vous avait motivé au départ et au regard de votre parcours ? Et puis est-ce que vous êtes satisfait du premier bilan de la DDE que vous pouvez tirer aujourd'hui ? Alors, en effet, moi j'ai un parcours qui mêle expérience privée et publique. J'ai été consultant sur Paris pendant près de 10 ans, conseiller pour les entreprises en système d'information et organisation. Et je travaille depuis 2018 pour le gouvernement princier. J'ai travaillé notamment à la direction des services numériques en tant que directeur. J'ai rejoint le département des finances et de l'économie il y a un peu moins de 2 ans. Et depuis maintenant quelques semaines, j'ai l'honneur de diriger le développement économique. Pour moi, en tant que monégasque, la direction du développement économique est vraiment l'occasion de participer activement à un des moteurs de la principauté, qui est l'environnement économique de notre pays. Il y a là, pour l'ingénieur de formation que je suis, un terrain d'action très concret pour avoir un impact et continuer d'accompagner ce tissu économique, mais aussi d'améliorer les conditions, notamment d'entrepreneuriat, de suivi des entreprises. Alors justement, quelle est la suite maintenant ? Quels sont les chantiers prioritaires du développement économique et vos ambitions pour l'avenir ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? Bien sûr. Alors, il y a déjà effectivement quelques chantiers qui se dégagent de manière assez évidente. Le premier que j'ai envie de citer, c'est l'amélioration du parcours entreprise en général et même, si je vais un peu plus loin, l'amélioration du parcours du résident qui s'installe en principauté et qui souhaite entreprendre. Ça, c'est un sujet qui dépasse le simple cadre des prérogatives de la direction du développement économique, mais on en est un acteur essentiel et on y travaille notamment avec la cellule attractivité qui adresse également ce sujet. Le deuxième chantier, et mon passé numérique parle pour ça, c'est la digitalisation des procédures. Ça a déjà commencé au sein de la direction du développement économique. Il y a des téléservices qui existent. On doit maintenant continuer, aller plus loin. Le digital doit être un levier pour améliorer l'expérience des entrepreneurs, mais également pour améliorer aussi l'efficacité de traitement des dossiers en back-office. Et puis, il y a un troisième chantier également que j'ai identifié, c'est le besoin de moderniser, d'adapter le système d'aide et de soutien aux entreprises. Je pense notamment par exemple à l'aide à l'innovation qui doit se restructurer pour mieux accompagner les dossiers d'innovation dans un monde vraiment en mutation avec notamment l'IA bien évidemment. Il est nécessaire de mieux doter cette aide et de mieux l'accompagner et donc je vais y travailler également. Et puis il y a un chantier sous-jacent, mais qui est un effort continu, c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Nous sommes un acteur clé sur cette thématique et c'est une action quotidienne qu'il doit continuer dans les mois, années à venir. Et pour terminer, est-ce que s'il y avait un message à faire passer aux entrepreneurs de la Principauté, quel serait-il ? La direction du développement économique n'est pas un simple guichet administratif. On a vocation à être un partenaire business. Alors certes, on a un régime d'autorisation qui est exigeant, mais c'est aussi ce qui fait la qualité de notre tissu économique, c'est ce qui fait que nous avons un environnement business sérieux, fiable, et donc qui doit permettre d'attirer des investisseurs, des nouveaux résidents, des nouveaux entrepreneurs. Et en ça, nous sommes réellement un vecteur d'attractivité pour le pays. Voilà, un message aux entrepreneurs d'ici
Et d'ailleurs, évidemment, merci beaucoup Julien Dujanovic, directeur du développement économique, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Je vous remercie. Autre sujet dans le même registre que le développement économique, la jeune chambre économique de Monaco a choisi le thème du droit du travail pour son petit déjeuner conférence qui avait lieu ce matin au Meridian Beach Plaza. Sur la table notamment la loi relative à la rupture conventionnelle entrée en vigueur en mars dernier. Reportage de Sarah Nkari et Alexandra Paolini. La législation en matière de droit du travail évolue en principauté. Depuis le 2 mars dernier, la rupture conventionnelle est possible dans un contexte sécurisé. Elle évite le licenciement côté employeur et la démission côté salarié. L'intérêt là vraiment, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui s'impose. C'est vraiment là un accord des parties avec un consentement mutuel et une volonté commune d'interrompre le contrat. Et donc c'est ensemble, les parties, l'employeur et le salarié, qui vont décider les modalités de rupture dans le cadre de la convention. Donc c'est pas imposé à l'une ou à l'autre, contrairement à un licenciement ou une démission qui peut aussi mettre en difficulté l'entreprise. Là, on est vraiment sur la rencontre de volonté. En 2 mois, l'inspection du travail a traité 68 demandes de rupture conventionnelle. Mais cette procédure n'est pas la seule nouveauté décryptée lors de ce déjeuner conférence auquel ont assisté un parterre de décideurs et d'experts. Le deuxième axe d'amélioration, c'est sur les conditions de renouvellement de la période d'essai ou la notification du préavis et enfin l'encadrement des contrats courts pour éviter que dans certains secteurs d'activité, on ait finalement des contrats bien en deçà en termes de durée hebdomadaire de ce qui est réellement appliqué. C'est un sujet qui a été traité dans beaucoup de pays, avec pour certains des requalifications en CDI temps plein systématiques. On a préféré mettre en place un dispositif gradé en fonction des situations. Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'améliorer tant le droit du travail que le droit social. Plusieurs lois ont été votées au cours des dernières années. Parmi les plus notables, la loi sur la création de la caisse monégasque de retraite complémentaire, l'instauration du don de congé ou encore l'allongement du congé paternité. À l'étude, désormais, la création d'un compte épargne-temps, mais aussi des réformes sur l'inaptitude et la prise en charge des accidents du travail. Jeunes J'écoute, la structure de prévention dédiée au soutien des enfants et adolescents recevait son Altesse Royale la Princesse de Hanovre hier. La présidente d'honneur prend en effet régulièrement le temps de venir échanger avec les jeunes ainsi qu'avec les équipes éducatives lors du conseil d'administration pour leur apporter son soutien. Alban Gingembre et Camille Caloni. Entre ces murs colorés règne bienveillance et écoute. Ici, éducateurs spécialisés et psychologues accompagnent enfants et adolescents pour avancer dans la vie. Pour qu'on accueille un jeune ici, il faut que ce jeune soit d'accord. Que ça soit un jeune qui ait des problèmes de comportement, qui se bagarre à l'école, ou qui ait des mauvaises notes à l'école, ou qui soit, ou que ce soit des fois des choses plus graves, on discute, on se retrouve avec les parents, le jeune, on discute, on essaye de voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux, et on demande si le jeune est d'accord. S'il est d'accord, on accueille. On recrée des relations qui sont sécurisantes et on soutient les jeunes pour que ensuite ça aille mieux. La présidente d'honneur, son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, se rend régulièrement dans les locaux. Un temps d'échange précieux, aussi bien pour les enfants que pour les équipes éducatives. C'est un moment privilégié puisque son Altesse parle à bâton rompu de tout ce qui se passe dans l'association durant l'année avec toute l'équipe et nous donne d'ailleurs des conseils, des recommandations et même des pistes pour l'avenir. Jeunes J'écoute accueille les jeunes de moins de 26 ans scolarisés, résidents ou salariés à Monaco. C'est reparti pour un tour. Le salon Tapmark rouvre ses portes au Grimaldi Forum. 4 jours exceptionnels où se côtoient les plus belles autos de la planète. Aujourd'hui, nous vous proposons un coup de projecteur sur l'Alpine Off-Road, imaginé et conçu par un ingénieur passionné de la Côte d'Azur. Plus de détails dans ce sujet signé Vanessa Dessy et Julien Logier. À la tête de Hades Engineering, Alexandre Laurent évolue dans un univers de précision et d'urgence technique. Projet hors norme, solution sur mesure, un monde où chaque contrainte devient un défi à relever. J'ai commencé dans le sport auto, 10 ans à peu près. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas aller voir
autre chose et faire des projets différents. Et c'est là où j'ai créé mon entreprise, Hades Engineering, où je ne prends exclusivement que des projets qui me parlent, qui me plaisent. Voilà, donc j'ai fait des dirigeables pour l'armée. J'ai fait la voiture du prince, la voiture de son mariage. J'ai participé, parce que il y a une autre structure. Et j'en suis arrivé aujourd'hui à faire des objets que j'ai envie de faire plus pour moi, en fait, que pour des gens. L'Alpine Off-Road, imaginée par Hades Engineering avec le soutien de Facom, transforme la mythique Alpine A110 en machine d'aventure. Châssis surélevé, structure renforcée et éléments en carbone redéfinissent ses capacités hors bitume. Une relecture radicale entre performance et exploration qui conserve l'agilité emblématique d'Alpine tout en ouvrant de nouveaux terrains de jeu. J'ai fait tout seul, c'est-à-dire que j'ai dessiné l'auto, fait tous les plans de forme, les fins de pièces, etc. Je suis équipé d'une commande numérique chez moi, donc j'ai fraisé les modèles, j'ai fait les moules, j'ai même fait le carbone, je l'ai ajusté sur la voiture, j'ai monté les trains, j'ai fait la voiture tout seul. À la fin, on en vient même la nuit à parler à la voiture pendant qu'on travaille et tout. Mais c'est génial de pouvoir avoir une idée et de faire toutes les étapes jusqu'au final et à la fin d'avoir un véhicule et aujourd'hui on roule à Monaco avec, quoi. Une nouvelle évolution est en préparation, hauteur de caisse de 16 cm au lieu de 12, rotule optimisée et carbone renforcé, un pas de plus vers l'extrême. Prenons maintenant la direction de l'hôtel Hermitage Monte-Carlo où la Fédération monégasque d'athlétisme organisait ce matin sa traditionnelle conférence de presse pour présenter la prochaine édition du Meeting Hercules qui se tiendra le 10 juillet prochain. Quelles sont les nouveautés cette année? Quels athlètes ont déjà confirmé leur présence? Réponse avec Frédéric Elion et Alexandra Paolini. Dans un peu plus de 2 mois, le vendredi 10 juillet, il n'y aura pas un, mais 2 concours de saut à la perche au Meeting Hercules EBS. Une première historique sur l'étape monégasque du calendrier de la Diamond League. À la base de cette nouveauté, le maître de la discipline depuis des années, Mondo Duplantis, qui a convaincu assez facilement les dirigeants de la Fédération monégasque d'athlétisme. C'est incroyable de voir Mondo Duplantis, nouveau résident à Monaco, venir nous voir et nous demander s'il était possible d'organiser une perche masculine. On a une perche féminine Diamond League qui était prévue dans le principe d'alternance d'année en année. Et c'était dur de refuser sa demande. Donc on a réfléchi à la meilleure solution pour essayer d'organiser les 2 perches. Un deuxième sautoir sera donc installé sur la même demi-lune. Le concours féminin débutera en premier, suivi de la perche masculine, avec donc comme tête d'affiche Mondo Duplantis, qui a officialisé sa participation ce jeudi. Le Suédois, qui avait sauté 6,05 m l'an passé, a annoncé vouloir améliorer son propre record du monde à Monaco le 10 juillet. I just moved here very recently and now a resident, so it just felt very natural and made a lot of sense to me that I was going to be able to jump here in the Hercules, and felt like it would have been weird that the first year that I'm a resident then I have to watch the Hercules meeting on the sideline, and I really wanted to jump and give everybody here in Monaco hopefully a really great show. I'm happy that I have the stadium record at least, but I think that there's a lot more to give and a lot more to push. I really just haven't had that great of a competition here, I feel like, the past few years. So I feel like it's really time to give something special. A world record would be amazing. That's kind of where my mind is at right now, mentally. I just feel like that's what I want, and that's what I want to do here. D'autres grands noms ont déjà assuré leur présence en juillet sur le meeting. Faith Kipyegon, championne olympique et du monde sur le 1500 mètres, s'alignera sur le 3000. Jimmy Gressier, champion du monde en titre du 10 000, sera au départ du 5000 mètres sur la piste du Stade Louis II. Miss Univers 2025 qui est de passage en principauté. Fatima Bosch participe à plusieurs événements, notamment caritatifs, comme le gala de l'Association monégasque ibéro-américaine ce jeudi soir. Alexandra Pani et Hugo Comassa l'ont rencontrée hier soir à l'occasion d'un cocktail donné en son honneur. Elle leur a parlé de son expérience de Miss et de sa présence en principauté. Écoutez-la.
It's my first time coming to Monaco as Miss Universe. I have been here before and I love it. Monaco is just magical, amazing. And thanks to Amy for the invitation. I'm enjoying everything and we are spending just a wonderful time. It's my dog, look. It's Rocco. He's really special to me. I love animals, so I always carry him with me. I was never into pageant stuff. I'm a designer. My family is really old school Catholic, so I was more into horses, tennis, and have a normal life. But I think that God always puts you the right path. And I do philanthropy since 10 years ago. I work with kids that have cancer. So I see the platform of Miss Universe like opportunity to use that crown to bring light to the lives of others and also to work hard for that causes that matter the most. Allez, finissons en musique. Hier soir, l'Opéra Garnier a accueilli un événement très à la mode en ce moment, un ciné-concert organisé par l'Institut audiovisuel. Vous connaissez sans doute le principe, un film est diffusé et l'orchestre, présent dans la salle, joue les musiques en simultané. Cette fois, l'OPMC a interprété les thèmes du film Chantage d'Alfred Hitchcock, sorti en 1929. C'était grandiose, je vous laisse découvrir les images. Elles sont signées Alexandra Paolini et commentées par José Sacré. Chef d'orchestre de renommée internationale, grand spécialiste des ciné-concerts, Frank Strobel a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo mercredi 6 mai à la salle Garnier dans un ciné-concert proposé par l'Institut audiovisuel de Monaco au programme Chantage, un film muet réalisé par Alfred Hitchcock en 1929. C'est la particularité de ce film parce que le film a été conçu et imaginé au départ par Hitchcock en muet, mais au cours du tournage, les producteurs, voyant l'arrivée du parlant s'installer dans les cinémas, lui a demandé de basculer le film en version sonore. Hitchcock, en fait, plus malin, avait anticipé la chose, donc il a tourné une version muette et immédiatement après, une version parlante. Mais ce soir, c'est évidemment la première version, si j'ose dire, c'est-à-dire la version muette avec partition musicale. La musique, composée par Neil Brand en 2008, a été orchestrée par Timothy Brock. La partition est vraiment très intéressante puisqu'elle montre que, bien qu'un film muet, Hitchcock avait presque anticipé certaines possibilités de bruitage que l'orchestre va réaliser ce soir sur scène. C'est une histoire de chantage. Je ne vais pas en dire plus parce que je vais dévoiler l'histoire, mais comme toujours chez Hitchcock, coupable et innocent se mélange toujours à un moment avec ce fameux transfert de culpabilité qui sera le thème fétiche que Hitchcock développera notamment dans ses films américains. Donc la tension vient du fait que le bien, le mal se mélangent sans arrêt avec une fin qui va surprendre certainement le public. Pour moi, c'est un grand Hitchcock, indéniablement. Le connaisseur, mais même l'amateur, qui a quand même vu quelques Hitchcock, verra des motifs, des figures de style qu'on reverra plus tard dans Vertigo ou dans Psycho. Donc c'est quelqu'un qui pense vraiment le cinéma comme un art de la forme, un art de la tension, de la dramaturgie. Et là, il tient son film jusqu'au bout. Et c'est, à mes yeux, un film absolument admirable. Invité par l'Éducation nationale, plusieurs classes de lycéens ont assisté, pour la plupart pour la première fois, à ce ciné-concert. Réaction après la projection. Je n'avais jamais vu de ciné-concert et je trouve que la musique, ça a beaucoup rythmé le film et ça nous a permis de comprendre, même si le film était muet, ce qui se passait durant ce film. Alors, j'ai l'habitude de voir l'OPMC jouer, mais j'avais jamais vu de ciné-concert. Et je trouve que les instruments, ils reflètent bien les émotions traduites par le film muet. Et c'est très impressionnant et intéressant.
Voilà, et c'est sur ces airs que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, la météo, présentée par Frédéric Hélion. Ensuite, Yann-Anthony Noguès rencontre à l'écho que c'est au glou. Et puis, ne manquez pas notre nouvelle émission Sport, la fine équipe avec Christophe Paco et Grégory Campi. C'est en direct à 21h sur la chaîne Twitch de Monaco Info et en replay sur YouTube. Dès demain, vous retrouverez Sarah Nkéry à la présentation de vos éditions du week-end. Je vous laisse sur les premières images du salon Top Marque qui fait son retour au Grimaldi Forum capturé par Stéphane Dana. Passez une très bonne soirée sur Monaco Info et je vous dis à vendredi prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi, le temps sera globalement ensoleillé malgré quelques passages nuageux et un ciel voilé par moments. Le vent soufflera de façon modérée et les températures seront comprises entre 15 et 22 degrés. Vendredi 8 mai, nous fêterons la Saint-Désiré. Ce sera aussi la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui célèbre l'anniversaire de son fondateur Henri Dunant, né le 8 mai 1828 à Genève. Une excellente soirée sur Monaco Info.